Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Je ne fais pas le truc des applications de rencontres, ou du moins je ne le faisais pas. Puis un copain m'a parlé de Singletunes.com. Le meilleur conseil que j'ai eu depuis des années. Allez jeter un œil. C'est une formalité, Brennan. Il a juste besoin de la signature. Elle pose son mug sur le plan de travail. Pas fort, juste avec cette précision particulière. Cela signifie qu'elle est déjà agacée. Sloan fait tout avec précision. C'est l'une des choses que je trouvais attirantes autrefois. Tu n'as même pas regardé les conditions. Non, tu fais des difficultés. Je prends mon café et bois une gorgée. Il a un peu refroidi. Ça ne me dérange pas, le café froid. Ce qui me dérange, c'est qu'on me demande de co-signer un prêt pour un homme dont le nom apparaît dans le téléphone de ma femme sous l'étiquette de contact, depuis mars dernier. Brennan, je t'ai entendu. Alors donne-moi une raison. Une seule raison. Je la regarde à travers la cuisine. Elle porte déjà sa veste de tailleur. La veste anthracite, les cheveux tirés en arrière, la version d'elle-même qu'elle présente au monde. Elle vérifie son téléphone sous la table, pas la table de la cuisine, elle est debout mais elle le fait quand même. Cette petite inclinaison inconsciente du menton, le coup d'œil d'une demi-seconde sur l'écran, elle pense que je ne le remarque pas. Elle l'a fait peut-être 10 000 fois l'année dernière. Je compte depuis mars. Je ne co-signe pas de prêt, dis-je. C'est ça la raison. Elle prend son sac. Nous en reparlerons ce soir. Bien sûr. La porte se ferme. Je me tiens devant l'évier et j'écoute sa voiture reculer dans l'allée, et je repense à la façon dont elle a dit, il a juste besoin de la signature, comme si appeler Weston était un problème administratif bénin au lieu de ce qu'il est réellement. Je repense à 41 reçus d'hôtel en 14 mois. Je rince mon mug et je pars au travail. Voici la particularité du mot « d'accord » ou « ok ». Il peut signifier n'importe quoi. Il peut signifier oui, ou il peut signifier que je comprends, ou il peut signifier que j'ai déjà commencé. La plupart des gens l'utilisent comme une reddition. Je l'utilise comme un pistolet de départ depuis toujours et personne n'a jamais remarqué la différence. Sloan le remarque ce soir-là. Elle se tient dans l'encadrement de la porte de la cuisine quand je rentre. Elle s'est positionnée là délibérément, les bras croisés, le menton levé, la posture de quelqu'un qui a répété ça dans la voiture sur le chemin du retour. Je l'ai déjà vu répéter des disputes. Elle est douée pour ça. Elle est analyste financière. Elle teste la résistance des scénarios pour gagner sa vie. Ce qu'elle dit, c'est ceci, j'attends des jumeaux. Ce sont ceux de Weston. Il peut nous offrir une vie meilleure que tu ne le pourras jamais. J'ai pensé que tu devrais l'entendre de ma bouche. Je reste immobile. Pas le genre d'immobilité où l'on est figé par le choc. L'autre genre. Celui où quelque chose à l'intérieur de vous finit de bouger et s'installe dans une nouvelle position. La façon dont un bâtiment se tasse après que le sol a bougé. Tout se réaligne. Rien ne se brise. Je la regarde pendant 3 bonnes secondes. J'hoche la tête une fois. D'accord, dis-je. Elle attend l'explosion. Elle a testé la résistance de ce scénario-là, elle aussi. Elle s'est préparée à la rage, aux larmes, aux accusations, aux supplications. Elle a des réponses prêtes pour tout cela. Je la vois les passer en revue dans sa tête. Sa mâchoire est serrée, ses mains agrippent ses propres avant-bras. L'explosion ne vient pas. C'est là qu'elle prend peur. Je la regarde faire. Le léger écarquillement de ses yeux, la fraction de seconde où son menton perd de son angle. Elle ne sait pas quoi faire avec le silence. Elle n'a jamais su. Un bruit vient de l'étage. Kala est sur le palier. Notre fille a 14 ans et elle lit une pièce comme certains enfants lisent des partitions de musique, instantanément, précisément, sans avoir à y penser. Elle en a assez entendu. Elle se tient en haut des escaliers en chaussettes, me regardant d'en haut, et son visage a déjà fait le calcul. Je la regarde. Je secoue la tête une fois. Pas maintenant. Elle retourne dans sa chambre. La porte se ferme derrière elle. Pas un claquement, juste un clic. Le bruit de quelqu'un qui comprend qu'en ce moment, le silence est de mise. Je regarde Sloan. Elle est toujours dans l'encadrement de la porte.
Nous devrions parler de la logistique, dit-elle. C'est tout ce que tu vas dire ce soir? Non. Repose-toi. Tu es enceinte. Je prends mes clés sur le crochet près de la porte. Mon bureau est situé dans un centre commercial sur Hanover Street, entre un salon de manucure et un endroit qui vend des services de préparation d'impôts 8 mois de l'année et rien du tout les 4 autres. Ça n'a l'air de rien. C'est intentionnel. 3 agents, une assistante juridique nommée Terry, qui travaille avec moi depuis 11 ans et en sait plus sur le droit immobilier que la plupart des avocats, et un bureau au fond avec un tiroir ignifuge que je construis depuis 16 ans. J'y arrive à 21h. Le parking est vide, à l'exception de mon pick-up et d'un caddie que quelqu'un a abandonné près du trottoir. Je m'assois un instant dans l'habitacle, le moteur éteint, la fenêtre entr'ouverte, le lotissement s'éteignant derrière moi dans le rétroviseur. Les arroseurs de quelqu'un fonctionnent à 2 pâtés de maison de là. Je peux les entendre dans le silence. Je rentre à l'intérieur. Le tiroir ignifuge se trouve en bas à gauche de mon bureau. Il nécessite une clé et un code à 4 chiffres que je suis le seul à connaître. À l'intérieur, des documents d'assurance, des titres de propriété, l'acte de fiducie familiale, et une enveloppe manie avec un sceau de notaire estampé sur la couverture, comme une cicatrice pressée dans un papier épais. Je sors l'enveloppe et j'étale les pages sur mon bureau. Le contrat de mariage a été rédigé il y a 3 ans par une avocate spécialisée en droit immobilier nommée Delphine Watts, qui a un bureau dans le même bâtiment que le bureau du conservateur des hypothèques du comté, facture $400 l'heure, et vaut chaque centime. Chaque actif matrimonial est déjà titré au nom d'une fiducie familiale que je contrôle, la maison, l'agence, les propriétés d'investissement, tout. Sloan a signé lors de la conclusion de la vente de la maison Whitmore. Elle était sur son téléphone quand le notaire a apposé son sceau, riant de quelque chose. Je me souviens de la façon dont on rit de quelque chose qui n'a rien à voir avec la pièce dans laquelle on se trouve. Elle a paraphé 6 pages, a signé la dernière et est retournée à son appel. Elle ne l'a jamais lu. J'étale les pages et je pense qu'elle voulait une vie meilleure. Elle a choisi un homme qui ne possède pas ce qu'il montre. Je sors mon téléphone et compose un numéro que je n'ai pas utilisé depuis 2 ans. Nolan Pruitt décroche à la 2e sonnerie. Brennan. Nolan, j'ai besoin d'une vérification d'antécédents. Weston Calder, promoteur commercial, Calder & Morse Property Group. Une pause. Je peux entendre une télévision en fond sonore. Quelque chose avec des rires enregistrés. Tu veux le registre public ou le tableau complet? Le tableau complet. Laisse-moi 48 heures. Merci. Je raccroche et pose ma main à plat sur l'enveloppe manille. Le papier épais et froid sous ma paume. Sloan a signé ça la même semaine où nous avons conclu pour la maison Whitmore. Elle riait de quelque chose au téléphone quand le notaire a mis son tampon. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait l'air heureuse. J'avais raison. Elle n'était simplement pas heureuse pour les raisons que je croyais. Nolan Pruitt a passé 22 ans aux homicides avant qu'un mauvais genou et un pire capitaine ne le poussent sur la touche vers l'unité des fraudes, où il a découvert que la criminalité en col blanc n'était que de la violence avec de la meilleure paperasse. Il a 57 ans maintenant, court 10 km 3 matins par semaine sur un genou tenu par du titane et de l'obstination. Et il a une mémoire pour les irrégularités financières, de la même manière que certaines personnes ont l'oreille absolue. Nous avons grandi à 4 maisons d'écart sur Kellerman Street. J'étais son témoin à son premier mariage. Il a porté le cercueil aux funérailles de mon père. Nous ne parlons pas beaucoup, mais quand nous le faisons, ça compte. Il arrive à mon bureau 43 heures après mon appel, jette un dossier sur mon bureau sans s'asseoir. Weston Calder, dit-il. 44 ans. Calder & Morse Property Group, qui est principalement Calder à ce stade. Morse a racheté ses parts il y a 3 ans. Dans des circonstances que l'avocat de Morse a qualifiées de différends irréconciliables en philosophie des affaires et que les sources de Nolan ont décrites comme étant Weston faisant des chèques que le partenariat ne pouvait pas honorer. 3 propriétés surendettées. Une plainte de la commission des licences de l'État datant d'il y a 2 ans. Réglée à l'amiable et en silence. Une autre en attente. J'ouvre le dossier. Les chiffres sont précis et moches. 2 propriétés hypothéquées au-delà de leur valeur d'évaluation. L'une avec un privilège d'entrepreneur de la part d'un sous-traitant qui dit avoir été payé avec un chèque qui a rebondi 2 fois avant d'être compensé. La plainte en attente. Je dis, de quoi a-t-elle besoin? Quelqu'un qui apporte la bonne information.
Ça ne se réglera pas à l'amiable. Ils l'ouvriront complètement. Il pourrait suspendre sa licence en attendant l'examen. À quel point l'information doit-elle être spécifique? Nolan me regarde. Assez spécifique pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. La demande de cosignature. Il tire une page de l'arrière du dossier et la place sur le dessus. La propriété sur laquelle il voulait que tu t'engages faisait déjà l'objet d'une enquête comme potentiel bouclier d'actifs. Si tu avais signé, tu aurais été nommé dans la plainte, pas en tant que cible, mais en tant que véhicule. Ton crédit, ta licence de courtier. Ton nom sur l'acte. Il avait besoin d'une signature propre pour brouiller les pistes. Je regarde la page. L'adresse de la propriété est sur Méridian, une zone commerciale que je connais bien. J'ai vendu 3 propriétés à moins de 2 pâtés de maison de là. La cosignature n'était pas une faveur, dis-je. C'était un piège, dit Nolan. Ta femme t'a demandé de marcher droit dedans. La pièce est silencieuse pendant un moment. Par la vitrine avant, je peux voir Terry à son bureau dans la pièce extérieure, la tête baissée sur un dossier, faisant semblant de ne pas entendre tout ça. Il y a encore une chose, dit Nolan. Il sort une deuxième page. Une habitude d'utiliser des cosignataires pour protéger sa responsabilité personnelle. Tu n'es pas le premier qui l'approche. Il y a 2 autres noms dans le dossier de la plainte. Je ferme le dossier. D'accord, dis-je. Nolan prend sa veste. Brennan. Ouais. Quoi que tu fasses, fais-le proprement. Je suis courtier en immobilier, Nolan. Tout ce que je fais est documenté. Il sourit presque. N'y arrive pas tout à fait. 48 heures, dit-il, comme s'il se le rappelait à lui-même. C'est ce que j'ai dit. Et tu as assuré. Il part. Je reste assis avec le dossier pendant un moment. Puis je prends mes clés. Pruitt Garvey vit au 14 Whitmore Circle depuis 31 ans. Il a pris sa retraite des services postaux à 62 ans et a passé les 6 années suivantes à perfectionner un système où il s'assoit sous son Porsche, ce que la plupart des gens prennent pour de l'oisiveté. Mais qui est en réalité l'une des opérations de surveillance de quartier les plus complètes que j'ai jamais rencontrées. Il a une chaise de jardin positionnée selon un angle précis qui lui donne un champ de vision sur 4 allées, le rond-point de l'impasse, et la ruelle derrière la maison des Henderson. Sa caméra Ring est montée à hauteur des yeux au lieu de l'angle en surplomb standard, ce qui signifie qu'elle capte les visages plutôt que les toits. Je n'appelle pas à l'avance. J'y vais simplement à pied. Il est dans sa chaise quand je remonte l'allée. Un thé glacé qui perle sur la coudoir, portant le même chapeau en toile qu'il porte depuis que j'ai emménagé dans le quartier il y a 8 ans. Il me regarde monter les marches et ne dit rien jusqu'à ce que je sois sur le porche. Je me doutais que tu finirais par passer, dit-il. J'ai eu quelques problèmes à la maison. Il hoche lentement la tête. Juste une fois, de la façon dont les vieux hochent la tête quand ils confirment quelque chose qu'ils savaient déjà. Il se lève sans un mot de plus et rentre à l'intérieur. Je reste sur le porche et j'écoute le quartier. Une tondeuse à gazon 2 rues plus loin, le vélo d'un gamin, la qualité particulière de silence qu'a une impasse au milieu de l'après-midi. Il revient avec une clé USB. Il la pose sur la coudoir de la chaise entre nous. Des plaques d'immatriculation, des horodatages, 18 mois. Je n'allais rien dire. Je ne pensais pas que c'était ma place. Je prends la clé. Elle est petite et noire. Une clé USB standard. Rien de remarquable. La caméra Ring émet un clic lorsque vous la retirez du port. Je connais ce son maintenant, je le connaîtrai pour toujours. C'est ta place maintenant, dis-je. Ouais. Il se rassied. Je m'en doutais aussi. Je mets la clé dans la poche de ma chemise. La même voiture, je demande. Généralement une Audi argentée. Quelquefois une voiture de location. Toujours partie avant que tu n'arrives à la maison. Sauf 2 fois. Il prend son thé glacé. 2 fois, elle était encore là quand tu t'es garé. Tu t'es garé dans la rue ces soirs-là. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Je m'étais garé dans la rue ces soirs-là parce que j'avais vu la voiture et su que quelque chose clochait, mais je ne m'étais pas laissé le droit de finir ma pensée. C'est ça le problème quand on sait quelque chose, on peut le savoir pendant longtemps avant de s'autoriser à le savoir vraiment. Merci, Pruitt. Ne me remercie pas. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Il regarde l'impasse.
Qu'un type comme ça rôde dans un quartier comme celui-ci, ce n'était pas normal. Je retourne à mon pick-up. Les registres immobiliers, MLS, me prennent 2 heures. Les 3 propriétés d'investissement de Weston Calder, la zone commerciale sur Méridian, un duplex résidentiel sur Farwell, et un bâtiment à usage mixte à la lisière du quartier des entrepôts. Je sors les transferts de titres, les actes hypothécaires, la recherche de privilèges. La propriété Méridian est hypothéquée à 114% de sa valeur estimée. Le duplex de Farwell à 109%. Le bâtiment du quartier des entrepôts a un privilège d'entrepreneur de 62 000 $, déposé il y a 8 mois par un entrepreneur nommé Delbert Souza, que je connais personnellement par hasard parce que je lui ai vendu sa maison il y a 4 ans. Et qui est l'homme le plus méthodique que j'ai jamais rencontré et qui ne dépose pas de privilèges à la légère. L'empire pour lequel Sloan a échangé son mariage est surendetté de fond en comble. Il n'y a pas de capitaux propres. Il n'y a pas de fondation. Il y a un homme dans un beau costume qui se tient sur un terrain emprunté, et elle a regardé ce qu'il montrait et a confondu la surface avec la structure. Je suis dans l'immobilier depuis 16 ans. Je connais la différence. Le corner dîner de Darla sur la route 9, des banquettes en vinyle, du café qui chauffe depuis mardi, une cloche au-dessus de la porte qui ne fonctionne plus depuis l'administration Obama. J'arrive le premier, je prends la banquette du fond et je commande 2 cafés auxquels je sais qu'aucun de nous ne touchera. Fern Calder a 40 ans et ressemble à quelqu'un qui porte quelque chose de lourd depuis longtemps et qui est devenu très doué pour ne pas le montrer. Elle est comptable à temps partiel pour 3 petites entreprises, ce qui signifie qu'elle regarde des chiffres depuis le début de sa vie d'adulte, ce qui signifie qu'elle sait déjà ce que signifient les chiffres dans les comptes de Weston. Elle n'avait juste pas de preuves. Elle se glisse sur la banquette en face de moi et ne dit pas bonjour. Nous nous sommes rencontrés 2 fois. Une fois lors d'une réunion de l'association de quartier, une fois lors d'un événement scolaire. Nous ne sommes pas amis. Nous sommes 2 personnes arrivées à la même intersection en venant de directions différentes. Je glisse le dossier sur la table. Pas de drame, juste la masse. Le poids de 41 reçus d'hôtel, de transfert de titres, de documents de privilèges et du dossier d'antécédent de Nolan qui atterrit sur la table en vinyle entre nous. Vous le savez déjà, dis-je. Maintenant, vous avez des preuves. Les mains de Fern se posent à plat sur la table. Elle regarde le dossier. Elle ne l'ouvre pas tout de suite. Mes enfants ont 7 et 9 ans, dit-elle. Je sais. Ils contrôlent tous les comptes. Je suis sur le compte courant conjoint, et c'est tout. Il y a une conseillère financière à l'aide juridique, merci. Son nom est sur la dernière page. Elle se spécialise exactement dans ce genre de situation. Fern regarde le dossier un instant de plus. Puis elle l'ouvre. Je regarde son visage pendant qu'elle lit. Elle ne pleure pas. Elle devient très immobile, de la même manière que je suis devenu immobile dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Et je reconnais cela pour ce que c'est. Pas le choc, mais la confirmation. L'immobilité particulière d'une personne dont les soupçons viennent de se transformer en certitude. Elle ferme le dossier au bout de 4 minutes environ. Il me disait que j'étais paranoïaque, dit-elle. Il avait besoin que vous croyiez ça. Depuis combien de temps le savez-vous? Depuis mars, si on compte. Elle enroule ses 2 mains autour de son mug de café, qui a refroidi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien. Je n'ai besoin de rien de votre part. Je pensais juste que vous méritiez de savoir. Elle me regarde pendant un long moment. Pourquoi maintenant? Parce qu'il m'a demandé de co-signer un prêt la semaine dernière. Par l'intermédiaire de ma femme. J'ai dit non. Et ensuite, j'ai compris ce que j'avais sous les yeux pendant 14 mois. Elle hoche la tête, regarde à nouveau le dossier. D'accord. Ce mot, encore. Il sonne différemment venant d'elle. Plus lourd, plus délibéré. Elle l'utilise de la même manière que je l'utilise. Pas comme une reddition. Comme un pistolet de départ. Nolan quitte mon bureau lorsqu'il s'arrête à la porte, la main sur le chambranle. Comme il le fait quand il se souvient de quelque chose qu'il a presque oublié. Ma sœur, dit-il. Elle a fait un de ces trucs de compatibilité de valeurs. Saltune.com a dit qu'il vous demande ce en quoi vous croyez vraiment avant de voir le visage de qui que ce soit. Elle pensait que ça allait être stupide. Il hausse une épaule. Ça ne l'était pas. Je regarde les transferts de titres sur mon écran. Juste,
tu sais, quand tu seras prêt, peu importe quand ce sera. Il s'en va. Je fixe l'écran. Le numéro du prêt hypothécaire de la propriété Méridien est toujours affiché. Je devrais penser à ça. Je pense effectivement à ça, mais le nom atterrit quelque part. Compatibilité de valeur Singleton. Je le classe dans un coin de ma tête, de la même manière qu'on range quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à ouvrir. Les documents de la fiducie. Voici ce que j'ai fait il y a 3 ans quand Delphine Watts a rédigé le contrat de mariage. J'ai également établi une fiducie d'éducation pour les enfants, avec Cala comme unique bénéficiaire. L'acte de fiducie permettait le transfert des capitaux propres des propriétés d'investissement dans la fiducie sous des conditions de déclenchement spécifiques. L'une de ces conditions était la dissolution du mariage. Delphine a appelé ça une « architecture de protection ». J'ai appelé ça « faire mon travail ». Je suis dans l'immobilier depuis assez longtemps pour savoir que les documents les plus importants sont ceux que personne ne lit au moment de la signature. Un mardi après-midi, j'ai appelé Delphine. La condition de déclenchement s'est produite, dis-je. Je vais préparer les instruments de transfert, dit-elle. À quelle vitesse? Aujourd'hui. J'aurai besoin de temps jusqu'à 16 heures. 16 heures, c'est parfait. Les documents de la fiducie partent par coursier à 16h47. Les 2 propriétés d'investissement, celles que je détiens dans la fiducie matrimoniale, pas celles de Weston, voient leurs capitaux propres transférés vers la fiducie d'éducation de Cala. Légal, documenté, irréversible. L'avocat de divorce de Sloan trouvera un mur là où elle s'attendait à trouver une porte. Je regarde la confirmation s'imprimer. Le papier sort de l'imprimante de la manière dont tout papier sort des imprimantes. Lentement et différemment, une ligne à la fois. Je repense au jour de la signature de la maison. Sloan dans sa robe bleue, riant de quelque chose sur son téléphone pendant que le notaire attendait. Paraphant 6 pages. Signant la dernière. Retournant à son appel. Elle ne l'a jamais lu. J'étale les pages et je pense qu'elle voulait une vie meilleure. Elle a choisi un homme qui ne possède pas ce qu'il montre. 41 reçus d'hôtel, 14 mois. Elle ne construisait pas une vie avec Weston Calder. Elle construisait une porte de sortie. Elle a juste oublié que c'était moi qui savais où étaient toutes les portes. Le coursier prend l'enveloppe. À 17h03, je regarde la camionnette sortir du parking et s'engager sur Hanover. Elle avait prévu de sortir d'un bâtiment que j'avais construit. Je viens juste de changer le plan d'étage. Ansley Marsh est assise dans une voiture devant mon bureau quand j'arrive le lendemain matin. Elle est là depuis assez longtemps pour que son gobelet de café dans le porte-gobelet soit vide et qu'elle ait fait défiler son téléphone 2 fois. Je peux la voir me regarder dans son rétroviseur latéral pendant que je me gare. Elle sort avant que j'atteigne la porte. Elle a son téléphone dans une main et une pile de papiers imprimés dans l'autre. Et elle marche comme quelqu'un qui a pris une décision dans la voiture et qui ne va pas revenir dessus. J'ai besoin de 10 minutes, dit-elle. Entrez. Ansley Marsh est la meilleure amie de Sloan depuis l'université, où l'était jusqu'à ce que quoi que ce soit qui se soit passé entre elles ne se passe. Elle est consultante en marketing, a 47 ans, et possède l'énergie particulière de quelqu'un qui porte quelque chose depuis un moment et qui a enfin décidé de le poser sur le bureau de quelqu'un d'autre. Elle s'assoit en face de moi et pose les textos imprimés sur la surface entre nous. 6 mois de messages, Sloan et Weston se coordonnant. Je lis la première page, puis la deuxième. Elle m'a emprunté $4000 en janvier, dit Ansley. Elle m'a dit que c'était pour un problème médical. Je lève les yeux. J'ai découvert la semaine dernière pourquoi c'était réellement. Pourquoi c'était? Une provision pour un avocat spécialisé en droit de la famille. Elle observe mon visage. Elle avait tout prévu avant de te le dire. La conversation dans la cuisine. Ce n'était pas spontané. Elle avait déjà engagé un avocat. Je lis 3 pages de plus, debout là, dans mon propre parking, par un matin assez froid pour que je puisse voir mon souffle. Les textos sont précis. Sloan et Weston discutant du calendrier de l'annonce. Weston demandant comment Brennan allait réagir. Sloan disant, il sera silencieux à ce sujet. Il est toujours silencieux à propos de tout. C'est ça le problème. Je pose la pile. Elle m'a fait la même chose, dit Ansley. Situation différente, mais même schéma. Elle construit quelque chose.
Elle t'utilise pour ce dont elle a besoin et ensuite elle révise l'histoire pour être celle qui est raisonnable. Elle rit une fois, un rire court et plat. J'ai pensé que tu devais connaître toute l'histoire. Merci. Ne me remercie pas. Je suis en colère. C'est sous le coup de la colère que je fais ça. D'accord, dis-je. C'est quand même utile. Elle hoche la tête une fois, remonte dans sa voiture et part. Je reste sur le parking avec la pile de textos et avec la sensation particulière de voir l'architecture des 14 derniers mois rendue visible d'un seul coup. Ce n'est pas un sentiment nouveau. C'est le même sentiment, mais maintenant j'ai les plans. Sloan arrive à mon bureau à 14 heures. Elle a engagé un avocat spécialisé dans les divorces. Elle me le dit depuis l'encadrement de la porte avant d'être complètement à l'intérieur, la façon dont on commence avec une information qu'on pense pouvoir créer un moyen de pression. Elle veut discuter de la maison. Je suis à mon bureau. Je glisse les textos imprimés d'Ansley vers elle, sans un mot. Elle regarde la pile. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Ce sont mes 14 mois privés. Sloan, 41 reçus, une avance payée en janvier. Je tape une fois sur la pile. Tu veux parler de la maison? Parlons de la maison. Elle prend les textos. Sa mâchoire est serrée, sa respiration contrôlée. Elle soumet le scénario à un test de résistance en temps réel, parcourant ses réponses préparées, cherchant celle qui convient. Tu n'allais jamais rester, dis-je. C'était une manœuvre immobilière. Elle me jette la pile à la figure. Des pages partout. Elle tombe comme le papier tombe toujours. Lentement et différemment, dérivant vers la moquette industrielle sans aucun ordre particulier. Elle se tourne déjà vers la porte. Je regarde les pages atterrir. Je ne les ramasse pas. La porte se ferme derrière elle. Pas un claquement. Elle la tire pour la fermer, ce qui est en quelque sorte pire. Terry apparaît dans l'encadrement de la porte du bureau extérieur et elle regarde les pages sur le sol. Elle me regarde. Je vais les ramasser, dit-elle. Laisse-les une minute, dis-je. Elle retourne à son bureau. Ce soir-là, je m'assois dans mon pick-up sur le parking de l'agence avec la clé USB de Pruitt branchée sur mon ordinateur portable. Les horodatages remontent à 18 mois. L'Audi argenté, première apparition le 14 mars de l'année dernière. Modèle constant par la suite. Mardi et jeudi, parfois les vendredis. Toujours parti avant 17h30, heure à laquelle je rentre généralement à la maison, sauf 2 fois. Les 2 soirs où je me suis garé dans la rue. Je parcours les horodatages quand mon téléphone défile sur un forum que je suis. Des investisseurs immobiliers pour la plupart, des gens qui parlent des tendances du marché et des structures de transactions. Quelqu'un dans le fil de discussion mentionne en passant avoir trouvé son partenaire actuel grâce à singleton.com. Compatibilité des valeurs, pas par proximité. La phrase, encore une fois. Je la regarde fixement. Je pense à ce que les valeurs de Sloan se sont révélées être. Je pense à ce que 14 mois de reçu du mardi et du jeudi disent des valeurs de quelqu'un. Je pense à la façon dont elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le menton levé, préparé, et je me dis que je ne sais pas vraiment ce que j'attends d'une autre personne, en fait. Je sais ce que je ne veux pas. C'est un début, mais ce n'est pas la même chose. Je pose le téléphone face contre le siège passager. Je ne suis pas prêt. Mais l'expression reste en moi comme une écharde. Le genre qui ne fait pas encore mal, mais qu'on peut sentir. Le parking souterrain chez Calder & Morse est sur 3 niveaux. Des piliers en béton tous les 6 mètres, l'odeur des gaz d'échappement et de la pierre humide. Je marche vers mon pick-up à 18h15 quand je l'entends. Weston Calder a 44 ans et ressemble à un homme qui a passé toute sa vie d'adulte à être suffisamment charmant pour que personne ne lui demande jamais de rendre des comptes sur rien. Il a la carrure de quelqu'un qui a joué à la crosse à l'université et qui s'est reposé sur ses lauriers depuis. Et en ce moment, il marche à grands pas depuis les ascenseurs, la mâchoire serrée, les mains en poing. « Tu es allé voir ma femme, dit-il. Tu es allé voir ma femme avec un dossier plein de. Je lui ai donné des informations auxquelles elle avait droit. Tu essaies de faire exploser ma famille. Tu as déjà fait exploser ta famille. Je m'arrête de marcher. Je lui ai juste remis la documentation. Il me pousse contre le pilier en béton. Mon épaule encaisse, l'impact rayonne dans mon bras, le froid du béton à travers ma veste. Je me retourne.
Je place un coup net dans la mâchoire de Weston Calder. Pas une bagarre, un seul coup de poing. Délibéré comme un tampon de notaire. Le genre de coup que vous lancez quand vous y avez pensé assez longtemps pour que l'émotion en soit drainée et qu'il ne reste plus que la mécanique. Sa tête part sur le côté. Il tombe sur un genou, la main sur le béton, clignant des yeux. À 6 mètres de là, une porte de voiture s'ouvre. Nolan Pruitt sort lentement, comme un homme qui attendait exactement ce moment et qui n'est pas particulièrement pressé maintenant qu'il est arrivé. « Monsieur, dit Nolan. Je resterai à terre à votre place. Je vais avoir besoin de voir vos mains. » Weston regarde entre nous deux. Sa mâchoire enfle déjà. Il reste à terre. Mon épaule me fait mal. Mes jointures me font mal. Je regarde ma main droite un instant, la rougeur sur les 2 premières jointures. Et je pense au fait que je viens de faire quelque chose qui ne peut pas être défait. Weston m'a poussé en premier. Nolan l'a vu. Le calcul est propre. Mais je sais pourquoi j'ai donné ce coup de poing. Je sais que c'était en partie parce qu'il m'a poussé, et en partie à cause de 14 mois de reçus des mardis et jeudis, et d'une femme debout dans l'encadrement d'une porte de cuisine avec le menton levé. Je ne prétends pas le contraire. L'appel à la commission des licences prend 4 minutes. Je donne à la femme au bout du fil le numéro de dossier, le nom de Weston et la référence du dossier issu du rapport d'antécédent de Nolan. Je lui donne la documentation spécifique, le modèle de règlement, le stratagème de co-signataire, les détails de la plainte en attente que les sources de Nolan avaient fournis. Elle dit qu'ils contacteront Monsieur Calder dans les 10 jours ouvrables. Je dis merci. Je raccroche. Je m'assois dans mon pick-up et regarde mes mains pendant un long moment. Il pense que je ne suis pas la version propre de tout ça. J'ai arrêté d'être la version propre la nuit où elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, que j'ai dit, d'accord, et que j'ai commencé à compter. C'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je l'ai fait en partie pour faire naître les enfants, pour une femme qui ne connaissait pas l'existence de la conseillère de l'aide juridique et à qui on disait depuis des années qu'elle était paranoïaque. Je l'ai fait en partie parce que la documentation était légitime et que la plainte était légitime. Et Weston Calder fait ça aux gens depuis des années. Et je l'ai fait en partie parce que je voulais regarder quelque chose qu'il avait construit s'effondrer de la même façon qu'il avait regardé quelque chose que j'avais construit s'effondrer. Je le voulais. Je le voulais spécifiquement, délibérément, et sans aucune excuse. La femme au bout du fil a dit, 10 jours ouvrables. Je regarde mes mains. Stables, les 2. Pas un tremblement. Et c'est la partie qui me dérange. Un homme dont les mains tremblent combat encore quelque chose. Un homme dont les mains sont stables a déjà pris sa décision. Je démarre le pick-up. Le lotissement est sombre derrière moi dans le rétroviseur. Les arroseurs de quelqu'un tournent à 2 heures du matin. L'impasse est calme et silencieuse. Je conduis. Sloan apparaît à la maison Whitmore un jeudi matin. Je sais qu'elle vient parce que le cabinet de son avocat a appelé le mien la veille après-midi pour discuter de la transparence des actifs, ce qui en langage d'avocat signifie « Votre client a découvert le transfert de la fiducie et notre cliente n'est pas contente ». Kala est à la maison. C'est une journée pédagogique pour les professeurs. Pas d'école. Elle est dans la cuisine en train de manger des céréales quand la voiture de Sloan se gare dans l'allée. Je reste à la table de la cuisine. Sloan entre par la porte d'entrée sans frapper. Elle a toujours une clé et elle parle déjà avant d'être complètement à l'intérieur. Elle a vu la recherche d'actifs que son avocat a lancée. Elle est au courant du transfert de fiducie. Elle parle fort, d'une manière que je ne lui ai pas entendue depuis des années, ce qui me dit que ses réponses toutes faites sont épuisées et que ce qui reste, ce sont des sentiments sincères. « Tu as caché des actifs, dit-elle. Mon avocat dit que c'est de la fraude. Ton avocat peut lire les documents de la fiducie. Ils sont du domaine public, déposés il y a 18 mois. Tu as fait ça exprès. Je l'ai fait légalement. Il y a une différence. Je veux la maison, Brennan. Je veux ma part. Tu veux la maison de Weston. Va lui demander. » Elle attrape ses clés sur le plan de travail. Elle les y avait posées en entrant. Cette habitude qu'elle a. Et les jette contre le mur de la cuisine. Elle laisse une marque dans la cloison sèche. Un petit cratère déchiqueté, de la taille d'une pièce de 25 cents environ. Et puis elle tombe par terre. Kala est en haut des escaliers. Sloan lève les yeux vers elle.
quelque chose change sur son visage. Pas de la culpabilité, exactement, mais la conscience d'un public qu'elle n'avait pas prévu. Kala, descends ici. Non. Kala dit un seul mot, plat et définitif, avec le poids particulier de quelqu'un qui a pensé à ce moment et a pris sa décision. Elle a exactement la même voix que moi à cet instant. Je ne sais pas si je dois en être fier ou en être désolé. Je suis un peu des deux. Sloan la regarde un moment. Puis elle ramasse ses clés par terre et marche vers la porte d'entrée. Elle ne la claque pas. Elle la tire derrière elle avec un clic silencieux et délibéré. Ce clic est en quelque sorte la chose la plus bruyante qu'elle ait dite depuis qu'elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Je lève les yeux vers Kala. Elle est assise sur la plus haute marche maintenant, les genoux remontés, en train de m'observer. Ça va, demande-t-elle. J'y travaille, dis-je. Moi aussi, dit-elle. Elle retourne dans sa chambre. Je m'assois à la table de la cuisine et regarde la bosse dans le mur pendant un moment. L'appel de Nolan arrive le lendemain matin à 7h42. Il leur a tendu la ficelle lui-même, dit Nolan. Ils sont en train de tirer dessus. Voici ce qui s'est passé. Weston, au volant en revenant du bureau de son avocat après avoir reçu l'avis de la commission des licences, a percuté par l'arrière un camion de livraison sur la route 9. Pas de blessés, dommages mineurs, rapport d'accident de routine. Mais l'examen d'assurance obligatoire qui a suivi a fait ressortir une anomalie dans l'immatriculation de son véhicule. La voiture est immatriculée au nom d'une société écran, LLC, sur laquelle la commission des licences enquête déjà dans le cadre de la plainte pour co-signataire. Un accident, un examen d'assurance, un fil conducteur. Combien de temps, je demande. 90 jours, peut-être. Sa licence est suspendue en attendant l'examen. Il ne peut légalement négocier aucune transaction immobilière jusqu'à ce que la commission le blanchisse. Ce qu'ils ne feront pas. Étant donné ce que tu leur as donné. La propriété Méridien. Son avocat essaie déjà de restructurer la dette. Mais avec la licence suspendue, les prêteurs sont nerveux. L'un d'eux parle déjà d'exiger le remboursement anticipé du prêt. Je regarde par la fenêtre du bureau. Le salon de manucure d'à côté est en train d'ouvrir. Je peux voir la propriétaire, une femme nommée Bao, qui est là depuis 9 ans, déverrouiller la porte d'entrée. Un mardi matin ordinaire. L'accident, dis-je. Était-il seul? Seul, indemne. Nolan fait une pause. Il était sur son téléphone, il est rentré dans un camion en roulant à 45 miles à l'heure. Le chauffeur du camion va bien. La voiture de Weston est morte. Je pense à Weston dans ce parking souterrain, sur un genou, la main sur le béton. Je pense à mes mains stables sur le volant par la suite. D'accord, dis-je. Brennan. Ouais. La commission va agir vite là-dessus. Quand ils le feront, ce sera public. La communauté immobilière, la base de données des licences, tout le tremblement. Je sais. Tu es prêt pour ça. Je suis prêt depuis mars, dis-je. La journée portes ouvertes se tient à Elmhurst. Une maison coloniale de 4 chambres, de bonne fondation, au juste prix, le genre de propriété qui se vend toute seule si on la laisse faire. J'ai 2 couples intéressés et un acheteur célibataire qui visite, et Terry gère la feuille d'émargement pendant que je fais visiter la cuisine au premier couple. Sloan entre depuis la rue à 11h15. Elle n'est pas habillée pour une journée portes ouvertes. Elle est habillée pour une confrontation. À nouveau la veste anthracite, les cheveux tirés en arrière, la posture qui signifie qu'elle a répété. Elle m'aperçoit par l'ouverture de la cuisine et vient directement vers moi. Tu vas régler ça, dit-elle. Aujourd'hui. Tu vas appeler ton avocat et régler ça. Je suis avec un jeune couple. Ils se tiennent la main depuis qu'ils sont entrés, comme le font les gens quand ils achètent leur première maison ensemble, et qu'ils n'arrivent pas tout à fait à croire qu'ils sont en train de le faire. Ils regardent le sol. Je suis en pleine visite, dis-je. Je m'en fiche. Règle ça. Madame, dit prudemment Terry. Ne vous en mêlez pas, dit Sloan. Je regarde le jeune couple. Je suis désolé pour ça. Donnez-nous 10 minutes. Je marche lentement jusqu'à l'allée. Le matin est frais. Un voisin de l'autre côté de la rue a arrêté de promener son chien et regarde avec l'attention particulière de quelqu'un qui comprend qu'il se passe quelque chose. Les mains de Sloan tremblent.
Je remarque ça. Je remarque que ses mains tremblent alors que les miennes non. Et je pense à ce que ça signifie. Tu n'es pas une personne sérieuse, dis-je calmement. Pas en colère, juste précis. Tu ne le es plus depuis longtemps. Je crois que tu le sais. Elle élève la voix. Le voisin de l'autre côté de la rue change de position. Le chien s'assoit. Sloan se rend compte que les gens regardent. Je la regarde sans rendre compte. La légère pose dans son volume. La conscience du public. Le calcul qui traverse son visage. Elle monte dans sa voiture. Je retourne à l'intérieur. Le jeune couple est dans le salon, regardant la cheminée. La femme a la main sur le manteau de la cheminée. Désolé pour ça, dis-je. Tout va bien, demande-t-elle. On y arrive, dis-je. Laissez-moi vous montrer l'étage. 2 jours plus tard, Weston arrive à mon agence à pied. Son avocat l'a lâché le matin même. Je l'apprends plus tard par Nolan, qui découvre tout. Fern a demandé la séparation. L'avis de la commission des licences a été reçu et enregistré. Le prêteur de Meridian a exigé le remboursement du prêt. Il a bu pas énormément, mais assez. Et il franchit la porte d'entrée de mon bureau du centre commercial comme un homme à court d'options. Il arrive jusqu'à mon bureau. Nolan est dans la pièce d'accueil en train de passer en revue des documents. Il aide Terry à organiser le dossier sur la soumission à la commission des licences, ce qui est soit une coïncidence, soit pas, selon la façon dont on voit les choses. Il se lève quand Weston entre. Weston essaie de me frapper. Il rate. C'est un coup large. Le coup de poing de quelqu'un qui n'a pas frappé depuis le lycée et dont la perception de la profondeur est légèrement altérée par l'alcool. L'élan l'emporte vers l'avant et il se rattrape au bord de mon bureau. Terry est déjà au téléphone avec le 911. Nolan contourne la cloison. Il a 57 ans et un mauvais genou, et il bouge comme quelqu'un qui a fait ça 1000 fois et qui trouve ça ennuyeux. Il plaque Weston face contre terre sur la moquette industrielle avec un mouvement entraîné. Pas violent, juste mécanique. De la façon dont on pose quelque chose qui doit rester en place. Reste là, dit Nolan, pas fort, juste avec certitude. À travers la cloison vitrée, je peux voir 2 de mes agents dans le bureau extérieur. Ils regardent avec l'immobilité particulière des personnes qui essaient de décider si elles doivent aider et qui en ont conclu qu'on n'a pas besoin d'elles. Weston pleure quand la voiture de patrouille arrive. Pas fort, juste les pleurs silencieux et épuisés de quelqu'un qui n'a plus de cartes à jouer. L'agent qui l'emmène est jeune, peut-être 25 ans, et il gère ça avec une douceur que je trouve étonnamment touchante. Je regarde la moquette où Weston se trouvait. Il y a une trace de frottement de sa chaussure. Terry s'approche de la porte de mon bureau. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Non, dis-je. Je vais bien. Elle hoche la tête, retourne à son bureau. J'entends son clavier redémarrer, régulier et égal. Le son de quelqu'un qui se remet au travail. La cuisine de Fern Calder sent le café, le liquide vaisselle et la chaleur particulière d'une maison où vivent des enfants. Ces enfants sont à l'école. Elle a fait une pleine cafetière, qu'elle verse dans 2 mugs sans demander. Et elle s'assoit en face de moi à la table de la cuisine avec le formulaire d'admission de l'aide juridique devant elle, rempli avec une écriture soignée. Elle a l'air de quelqu'un qui a dormi pour la première fois depuis des mois. Il a dit que je n'aurais rien sans lui, dit-elle. Il parlait de lui-même, dis-je. Elle sourit presque. Pas tout à fait. Les enfants n'arrêtent pas de demander où il est. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'il travaille sur certaines choses, qu'on est en train de trouver une solution. Elle enroule ses 2 mains autour de son mug. Le geste m'est familier. Elle l'a fait au dîner, aussi. Ses 2 mains, comme si la chaleur était quelque chose à quoi elle devait s'accrocher. C'est bien assez vrai pour l'instant. La conseillère de l'aide juridique, elle vous a rappelé? Hier. Nous avons un rendez-vous jeudi. Elle regarde le formulaire d'admission. Elle a dit que le processus de divulgation financière prendrait environ 6 semaines. Elle a dit qu'il ne peut pas cacher d'actifs une fois que la séparation est déposée. Il peut essayer. Elle a dit qu'elle avait déjà vu ça. Fern lève les yeux vers moi. Elle a dit que la documentation que j'ai est inhabituellement complète. Bien. Pourquoi avez-vous fait ça, demande-t-elle. Ce n'est pas accusateur. Authentiquement curieux. Vous n'étiez pas obligé de venir me voir.
J'y réfléchis. Parce qu'on vous disait que vous étiez paranoïaque, dis-je. Et vous ne l'étiez pas, et ça compte. Elle hoche la tête, regarde son café. J'ai peur, dit-elle. Je veux que vous sachiez que j'ai peur. Je le fais quand même, mais j'ai peur. C'est dans le bon ordre, dis-je. Elle sourit presque à nouveau. Cette fois-ci, elle y arrive. Mon téléphone sonne à 6h14 du matin. Hôpital Général Merci, service maternité. La femme à l'autre bout du fil me dit qu'il y a eu une complication avec les documents de paternité et demande si je peux venir. Je lui demande de répéter. Elle le fait. Je m'assois dans le lit, dans le noir, dans la chambre où je dors seul depuis 3 semaines, et je regarde le mur en pensant aux mots, complication, et à ce qu'il pourrait signifier dans ce contexte, et je pense à Sloan debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec le menton levé, préparé. Sur d'elle, 10 ans, ce sont ceux de Weston. Je m'habille. Je conduis jusqu'au Merci Général, avec la fenêtre entr'ouverte et le lotissement s'éteignant derrière moi, et les arroseurs de quelqu'un tournant à 6h du matin, ce qui semble tôt, mais d'un autre côté, je conduis vers un hôpital à 6h du matin. Alors peut-être que les arroseurs savent quelque chose. Les couloirs fluorescents du service maternité ont une qualité de lumière particulière. Pas exactement dure, mais implacable. Le genre de lumière qui ne se stabilise jamais tout à fait, qui bourdonne à une fréquence juste en dessous du seuil de l'agacement. J'ai déjà été dans des hôpitaux. Je ne me suis jamais habitué à ce bourdonnement. Une femme en tenue d'hôpital vient à ma rencontre au poste des infirmières et me fait descendre le couloir. Elle ne dit rien d'autre que « Le docteur Osé vous parlera ». Elle le dit de la manière dont les gens disent les choses lorsqu'ils en savent plus qu'ils ne sont autorisés à vous le dire. Le docteur Ranata Osé a 45 ans. Précise de la manière dont les chirurgiens sont précis. Pas froide, mais économe. Aucun geste n'est gaspillé. Elle me serre la main et m'emmène dans une petite salle de consultation à l'écart du couloir. Le genre de salle avec 2 chaises, une table et une boîte de mouchoirs que personne n'a ouverte. Elle s'assoit. Je m'assois. Monsieur Holt, dit-elle. Merci d'être venu. Quelle est la complication? Elle ouvre un dossier sur la table entre nous. Votre femme a accouché prématurément, à 36 semaines, tôt ce matin. Les 2 nourrissons sont en bonne santé. Elles sont en USIN, soins intensifs néonatales, par précaution. Protocole standard pour cet âge gestationnel, mais il n'y a pas d'inquiétude. D'accord. La complication, dit-elle, c'est la documentation de paternité. Madame Holt a inscrit Weston Calder comme père biologique sur les formulaires d'admission. Nous avons effectué le panel génétique prénatal standard. Elle fait une pause. Monsieur Holt, les résultats du panel ne corroborent pas cette désignation. Je la regarde. Les jumelles ne sont pas les enfants biologiques de Monsieur Calder, dit-elle. La pièce est très silencieuse. Le bourdonnement fluorescent du couloir passe à travers la porte. Alors à qui sont-elles, dis-je. Ça ne sort pas comme une question. Le docteur Osé me regarde fixement. Les marqueurs génétiques correspondent aux vôtres, Monsieur Holt. Nous aurons besoin d'un test de paternité officiel pour confirmer, mais les résultats du panel sont assez clairs. Je reste assis avec cette information pendant un moment. Sloan s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle a dit, ce sont ceux de Weston. Il peut nous offrir une vie meilleure que tu ne le pourras jamais. Elle l'a dit avec le menton levé et les bras croisés, avec la posture de quelqu'un qui a testé le scénario à l'extrême et qui était préparé à chaque réponse. Elle avait tort sur une chose. Elle avait tort sur la personne à qui ils appartenaient. Monsieur Holt, dit prudemment le docteur Osé. Est-ce que ça va? Mes mains sont à plat sur la table. Je les regarde. Est-ce que je peux les voir, je demande. Elle se lève. Bien sûr. L'usin est plus calme que je ne le pensais, plus chaud. Les couveuses font un son doux et rythmique, et les infirmières se déplacent avec l'économie particulière des personnes qui font un travail précis dans de petits espaces. Le docteur Osé m'emmène tout au fond de la pièce et s'arrête devant 2 unités côte à côte. Elles sont petites. C'est la première chose, à quel point elles sont petites. 2 filles, dit le dossier, pesant toutes 2 moins de 2,3 kg, les 2 ayant ce regard particulièrement compressé des nourrissons qui sont arrivés avant d'être tout à fait prêts. L'une d'elles a la main recroquevillée contre sa joue.
Je reste là pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps. Assez longtemps pour qu'une infirmière vienne me voir 2 fois, me demandant si j'ai besoin de quelque chose. Je n'ai besoin de rien. Je suis juste là, debout, à regarder 2 personnes dont j'ignorais l'existence 12 heures plus tôt, qui sont apparemment les miennes, et à penser à l'architecture spécifique de la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Sloan s'est construit une porte de sortie. Elle m'a dit que les enfants n'étaient pas de moi dans le cadre de sa stratégie de départ. C'était la version la plus propre de l'histoire, celle qui lui donnait le plus de liberté de mouvement. Weston en tant que père signifiait les ressources de Weston, le nom de Weston, l'avenir de Weston. Cela signifiait qu'elle pouvait partir sans regarder en arrière. Elle avait tort. Le panel génétique ne ment pas. Delphine Watts, lorsque je l'appelle depuis le couloir à 7h15, me dit, cette découverte sur la paternité change entièrement le calcul pour la garde. Déposez une demande immédiatement. Je sais, dis-je. Brennan, déposez-la aujourd'hui. Je sais. Je raccroche et je reste dans le couloir avec le bourdonnement fluorescent autour de moi, et je regarde mon téléphone. Sloan est quelque part dans ce bâtiment, dans une salle de réveil, probablement avec Weston, qui ne sait pas encore que les enfants qu'il croyait être les siens ne le sont pas. Je pense à ce à quoi ressemblera cette conversation quand quelqu'un le lui dira. Je me sens presque désolé pour lui. Presque. Sloan est dans la chambre 214. Je le sais parce que l'infirmière au poste me l'a dit, car je suis inscrit sur les documents d'admission comme son mari. Ce que je suis encore légalement, et ce qui porte maintenant un poids que cela n'avait pas hier. Je frappe. Elle dit, entrez. Et puis elle voit que c'est moi. Et son visage exprime quelque chose de complexe. De la surprise, du calcul. Et en dessous de ces deux-là, quelque chose qui pourrait être de la peur. Weston n'est pas dans la chambre. Il y a une chaise tirée près du lit avec un gobelet de café dessus, récemment libéré. Il est sorti. Le timing est soit de la chance, soit de l'efficacité de la part de l'univers. Sloan a l'air fatigué de la façon dont les gens ont l'air fatigués après avoir accouché. Véritablement épuisé. La performance dépouillée. Juste une personne dans un lit d'hôpital qui a traversé quelque chose de physique et d'énorme. Je m'assois sur la chaise. Le docteur Osé te l'a dit, dit-elle. Oui. Elle regarde le plafond. Je n'en étais pas certaine. J'ai pensé que. Elle s'arrête. Recommence. Le timing était ambigu. J'ai choisi la version qui me donnait le plus d'options. Je sais, Brennan. Je vais demander la garde exclusive aujourd'hui, dis-je. Delphine prépare les documents. Elle ferme les yeux. Tu ne peux pas. Je peux. Le contrat de mariage, la fiducie, la découverte de paternité, les textos d'Ansley, les images de Pruitt, l'avance que tu as payée en janvier. C'est un tableau complet, Sloan. Ton avocat en a vu une partie. Ils sont sur le point de tout voir. Elle ne dit rien pendant un moment. Qu'est-ce que tu veux, demande-t-elle finalement. Je veux que mes filles aient un foyer stable. Et moi. Tu es leur mère. Je n'essaie pas de t'effacer. J'essaie de les protéger. Elle ouvre les yeux et me regarde. La posture du menton levé a disparu. Elle ressemble pour la première fois depuis très longtemps à quelqu'un qui ne déroule pas un scénario. J'ai fait une erreur, dit-elle. Tu as pris une série de décisions, dis-je. Les erreurs sont des accidents. Elle regarde la fenêtre. Dehors, le matin se lève, gris et ordinaire. Le genre de matin qui ne sait pas ni ne se soucie de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Il va être furieux, dit-elle, quand il va le découvrir. Ça, c'est entre toi et lui. Il pensait. Elle s'arrête. Il pensait qu'elles étaient à lui. Il faisait des projets. Je sais ce qu'il projetait. Elle se tait à nouveau. La maison, dit-elle finalement. La maison est dans la fiducie. Ton avocat le sait. Nous pouvons trouver un arrangement équitable pour un logement de transition pendant la procédure de divorce. C'est très froid, Brennan. Oui, dis-je. Ça l'est. Elle ajuste sa position dans le lit en grimaçant légèrement. Ses mains vont vers la couverture, la lissant, comme le font les mains lorsqu'elles ont besoin de quelque chose à faire. Je la regarde faire et je pense, j'ai vécu avec cette personne pendant 11 ans.
Je connais chacune de ses habitudes. Je connais la vérification du téléphone sous la table et la posture du menton levé et la façon dont elle lisse les couvertures quand elle réfléchit. Je ne la déteste pas. C'est la chose sur laquelle je reviens sans cesse. Je ne la déteste pas. Je ne la vois juste plus. Plus la personne que je pensais être là. Je demanderai au cabinet de Delphine de contacter ton avocat aujourd'hui, dis-je. Je me lève. Brennan. Je m'arrête à la porte. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. Je la regarde pendant un moment. Repose-toi, dis-je. Tu viens d'avoir des enfants. Je sors. Le couloir est long et fluorescent, et il sent l'antiseptique et la vieille moquette. Et quelque part sous ces deux odeurs, l'odeur particulière d'un endroit où les choses commencent. Je marche jusqu'au bout et je me tiens à la fenêtre qui donne sur le parking et la rue au-delà, où le trafic matinal commence à se densifier. Des gens ordinaires allant vers des endroits ordinaires. Mon téléphone vibre. Nolan. La commission a agi vite, dit-il. La licence de Calder est suspendue à compter de ce matin. Ils ouvrent complètement la plainte. Son avocat essaie déjà de négocier. D'accord. Le prêteur de Méridian a exigé le remboursement. Il a 30 jours. D'accord. Brennan, ça va? Je suis à l'hôpital. Une pause. Les jumelles? Ce sont les miennes, dis-je. Une pause plus longue. Fait Nolan. Ouais, comment tu te sens par rapport à ça? Je regarde par la fenêtre, dans la rue en contrebas. Un camion de livraison est garé en double file. Une femme en manteau jaune promène un très gros chien. Le feu de circulation au coin passe du rouge au vert, et les voitures avancent. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de paperasse à faire, dis-je. Nolan émet un son qui pourrait être un rire. Je te laisse, Nolan. Ouais, merci pour tout ça. Vieux quartier, dit-il, et il raccroche. J'appelle Kala depuis le parking. Elle décroche à la première sonnerie, ce qui signifie qu'elle attendait. Papa. Et, ma grande. Tu es à l'hôpital? Ouais. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elles vont toutes bien. Une pause. Elle? 2 filles. Toutes les deux en bonne santé. Une autre pause. Plus longue. Papa. Je sais. Sont-elles? Elle s'arrête, recommence. Le docteur t'a appelé, pas lui. Oui. Je peux l'entendre réfléchir. Kala traite les choses de la même manière que moi. Calmement, minutieusement, en analysant les implications dans l'ordre. Alors, elles sont de toi, dit-elle. Le panel le dit. On fera un test officiel, mais oui, c'est ce qu'il semble. Oh. Une autre pause. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant je remplis des papiers. Maintenant, tu as 2 sœurs. Elle reste silencieuse pendant un long moment. Quand elle parle à nouveau, sa voix est différente. Pas plus dure, juste plus âgée en quelque sorte, la façon dont les voix deviennent quand quelque chose de réel leur est tombé dessus. Je vais avoir besoin d'une minute avec ça, dit-elle. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ça va, toi? On y arrive, dis-je, la même chose que ce que j'ai dit dans la cuisine il y a 3 semaines. Même réponse, jour différent, poids différent. D'accord, dit-elle. Rentre à la maison quand tu auras fini. Je le ferai. Je rentre chez moi en prenant le chemin le plus long. Fenêtre entr'ouverte, l'air du matin froid et pur. Je prends la route 9 en passant devant le dîner de Darla. Il est ouvert. Je peux voir les lumières allumées à l'intérieur, les banquettes en vinyle, le café qui chauffe depuis mardi. Je pense à Fern Calder assise en face de moi avec ses mains autour d'un mug froid disant « J'ai peur ». Je le fais quand même. Je pense aux pages du contrat de mariage étalées sur mon bureau à 21h. Le papier épais et froid sous ma paume. Je pense à Pruitt Garvey me tendant une clé USB et me disant « Je me suis dit que quelqu'un en aurait besoin un jour ». Je pense à Kala en haut des escaliers. Un seul mot, plat et définitif. Non. Je traverse le lotissement Whitmore. C'est le plein matin maintenant.
Le quartier s'éveille. Quelqu'un promène son chien. Une voiture recule d'une allée. Le Porsche de Pruitt-Garvey est vide pour une fois. Sa chaise de jardin face à l'impasse. Sa caméra Ring me capte alors que je passe. Je lève une main. Je me gare dans l'allée de la maison que j'ai construite dans la fiducie il y a 3 ans. La maison qui est à moi, qui a toujours été à moi, que Sloan a cédé par sa signature sans même la lire. Je reste assis dans le pick-up un moment avec le moteur éteint. Le contrat de mariage est dans le tiroir ignifuge de mon bureau. La clé USB est dans mon bureau. Les documents de la fiducie sont déposés chez le conservateur du comté. La commission des licences a le dossier de Weston. Fern a l'aide juridique. Ansley a tout ce qu'elle a, Nolan a ses notes. Tout est documenté. Tout est en ordre. J'ai 2 filles dont j'ignorais l'existence hier. Et une fille de 14 ans qui a dit non à sa mère d'une voix qui ressemblait exactement à la mienne, dans une agence située dans un centre commercial qui n'a l'air de rien et qui cache tout dans un tiroir ignifuge. Et un contrat de mariage avec un sceau de notaire estampé comme une cicatrice sur du papier épais. Je sors du pick-up. Kala est dans la cuisine. Je peux la voir par la fenêtre. Elle a fait du café, ce qu'elle n'est pas censée boire, mais qu'elle boit quand même, et elle est assise à la table avec son téléphone face contre terre, attendant. Je rentre à l'intérieur. Elle lève les yeux. Comment vont-elles, demande-t-elle. Petites, dis-je. Elles sont très petites, mais elles vont bien. Elle hoche la tête, pousse un mug sur la table vers moi. Je m'assois. Le café est trop fort. Elle le fait toujours trop fort. Et la cuisine est chaude. Et le matin entre par la fenêtre. Et quelque part, 2 pâtés de maison plus loin, les arroseurs de quelqu'un tournent, ce qui semble tôt, mais d'un autre côté, ça a été ce genre de semaine. Je mets mes 2 mains autour du mug. Alors, dit Kala. Alors, dis-je. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regarde mes mains, stables. Toutes les 2 stables. On trouve une solution, dis-je. C'est bien assez vrai pour l'instant.